j'ai 24 francs de petits légumes et 2 rangs de choux. Et c'est l'un des secrets de la productivité qu'on a ici. C'est des outils innovants qui sont très simples, qui sont manuels. Bien sûr, on ne pourra pas promettre à nos enfants que le monde va changer du tout au tout du jour au lendemain. Mais on pourra leur promettre qu'il existe des solutions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon. Merci d'avoir répondu présent à cet événement, dont la tenue a été permise par 4 associations dauphinoises. Le Noise, l'ACD, Dauphine Durable et Dauphine Discussion Débat. Après cette projection du documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Demain, maintenant que les esprits se sont tous vus illuminés sur ces questions brûlantes, il nous semble être essentiel de pouvoir en discuter avec des spécialistes, des experts de la question. Nous avons donc réuni, au sein d'une masterclass, 3 personnalités qui, j'en suis persuadée, apporteront des réponses aux questions, des solutions aux problèmes, des idées pour repenser le monde de demain. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Si nous vous avons réunis aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tous, vous avez votre angle de compréhension et d'appréciation des problématiques actuelles, des approches différentes. Et c'est justement la confrontation de ces points de vue qui rendra cette masterclass passionnante. Experts du climat, journalistes et chefs d'entreprise, vous êtes tous épris de Mère Nature, dont vous vous souciez. Et la pluralité de vos parcours, dont nous ferons un bref résumé, montre à merveille que cette thématique est au cœur de la vie de chaque citoyen. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour débattre autour du climat, de son état, chaque jour de plus en plus alarmant, et pour tenter d'exprimer vos convictions quant aux solutions envisageables, comme ont pu le faire Mélanie Laurent et Cyril Dion. La température monte, et pas seulement dans cette salle. Le bilan s'alourdit de jour en jour. La qualité de l'air se dégrade. Les déchets s'entassent. La faune et la flore sont menacées. Le dérèglement du climat est désormais quasiment unanimement reconnu. Ce scénario catastrophe est à l'évidence déjà bien entamé. Et alors que chaque année, le GIEC nous en apprend davantage sur la gravité de la situation, les États ne semblent pas agir en conséquence. Monsieur Jadot disait après le Grenelle de l'environnement, les ONG remplissent leur rôle de contre-pouvoir, les citoyens restent mobilisés, mais côté politique, ça ne suit pas. Qu'en est-il aujourd'hui? Que reste-t-il de l'accord de Paris négocié récemment? Qu'a-t-on vraiment mis en œuvre pour éviter la catastrophe annoncée? Face aux défis énergétiques, aux risques avérés par les catastrophes récentes de l'énergie nucléaire, à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la hausse des factures d'énergie pour les ménages et les entreprises, et face au nombre croissant de foyers en situation de précarité énergétique, un nouveau modèle est à inventer. Alors, sur quel principe cette transition devrait-elle s'appuyer? Monsieur Jadot, ex-candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle et ancien étudiant dauphinois, nous a annoncé hier qu'il ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Nous vous prions de nous excuser pour cette déconvenue. Monsieur Desbordes, vous êtes un expert des politiques de transition énergétique. Vous avez été directeur développement durable du groupe Caisse des dépôts et conseiller de plusieurs ministres écologistes, ainsi que membre de l'équipe COP21. Actuellement, vous pilotez un projet sur les villes intelligentes et durables, qui veut intégrer une dimension citoyenne aux côtés des technologies du numérique. Les problématiques de l'environnement sont votre cheval de bataille. Vous êtes impliqué dans le monde de demain que vous tentez d'ores et déjà de bâtir. Monsieur Soulias, vous jouez sur un autre tableau. Vous êtes un chef d'entreprise, directeur général d'Enercop. Depuis 10 ans, Enercop fournit à ses clients une électricité 100% renouvelable, sans recours au nucléaire ni aux énergies fossiles. Cette société, votre société coopérative, s'appuie sur une centaine de producteurs indépendants dans l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse. Après une phase de démarrage compliquée, elle connaît un succès et une forte croissance. Pour vous, le modèle est pérenne.
Plutôt que de développer le parc nucléaire de nouvelle génération, vous pensez, pour vous citer, qu'il est temps de diriger les investissements vers des énergies renouvelables qui sont matures, économiquement rentables et efficaces. Vous faites donc partie de ces entrepreneurs verts. Vous êtes convaincus que la transition énergétique sera citoyenne ou ne sera pas. Enfin, pour rythmer ce débat, nous avons fait confiance à Anne Thézenas-Dumoncel. Vous êtes une experte internationale senior sur le climat, une journaliste économique et également enseignante à l'école de journalisme de Dauphine. Après avoir suivi la préparation de la COP21 au sein des équipes françaises pour le Parisien Magazine, vous avez rejoint en 2016 l'équipe de la championne de haut niveau pour le climat et ministre de l'Environnement, Hakima El Haïté. Vous avez travaillé avec les équipes de l'agenda de l'action à la COP22 à Marrakech sur la sensibilisation de l'opinion publique à la transformation énergétique mondiale qu'implique la mise en œuvre de l'accord de Paris. Vous êtes également co-directrice d'ouvrage avec Elisabeth Niver d'un livre écrit par Claude Lorius, l'homme qui a découvert et lu les courbes du réchauffement climatique dans les glaces de l'Antarctique, et Laurent Carpentier, journaliste au Monde. Je vous laisse à présent en meilleure compagnie, avec les bâtisseurs de notre futur qui, je l'espère, sauront vous convaincre de l'urgence de la situation, de l'importance que nous devrions accorder à cette transition verte inéluctable. Bon débat à tous. Ça marche, là, vous m'entendez? Bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là, à plus d'un titre. D'abord parce que, comme vous le savez, j'ai le même nom que le fondateur de cette université, qui était mon oncle et qui était quelqu'un de très très bien. Et par ailleurs, parce que mon fils a été en crèche à Dauphine, donc il a fait Dauphine tout petit, entre 6 mois et 2 ans. Plus sérieusement, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de voir avec le film Demain, et puisqu'on va parler de la transition énergétique, et peut-être au-delà de la transition énergétique, de la mutation un peu plus globale qui s'annonce. Ce qui est frappant dans le film, j'ai envie de reprendre quelques mots qu'on a entendus. On a entendu le fait qu'on avait 20 ans pour changer de direction. Ça donne une temporalité. Un point qui m'a semblé important, en tout cas auquel je suis très sensible, c'est le fait de dire « nous n'avons pas les récits ». Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le film. Nous n'avons pas les récits. Et on parlait du récit catastrophe, du comment mobiliser, alors que quand on voit ce film, enfin normalement on devrait tous effectivement se bouger après l'avoir vu. Ce film parle beaucoup de décentralisation. Il laisse entendre que finalement chacun peut faire quelque chose dans son coin. Donc est-ce que la clé de cette transition, c'est une forme de décentralisation extrême de l'action? Est-ce que au fond, sur cette question-là, les États ne peuvent pas faire? Donc je trouve que ce film pose des questions aussi de système, et j'ai envie de commencer par cette première question donc à nos deux invités. Est-ce que la transition énergétique, est-ce que c'est une question d'État? Est-ce que c'est une question qui se joue au niveau des citoyens, de la société civile, des régions? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Enfin voilà, déjà abordons cette question de qui doit générer cette transition énergétique. Je passe la parole peut-être à... Je peux dire un mot peut-être, puisque j'appartiens à la sphère publique, à un établissement public d'État en quelque sorte, la Caisse des dépôts. La réponse c'est oui, évidemment. Ce que nous dit ce film et ce que nous disent aussi d'autres signaux aujourd'hui, c'est que probablement il faut que nous engagions une révolution des politiques publiques. L'action publique ne peut plus être la même. Sauf que le message que vous voyez dans les médias et dans vos manuels, etc., c'est un message un peu différent, c'est que l'action publique n'est plus possible pour d'autres raisons, du fait de la mondialisation, du fait de la réglementation européenne qui produit, je crois, 75% des normes qui encadrent l'économie française, du fait de l'appauvrissement de l'État qui n'a plus les moyens d'intervenir dans l'économie comme il a pu le faire aux grandes heures du général de Gaulle et autres, et des grands programmes d'équipement, par exemple, du territoire, ou des grands programmes d'équipement énergétique depuis 1945. Donc oui, il faut une révolution, mais peut-être pas celle que vous disent les Échos ou la Tribune.
c'est-à-dire moins d'État et une dérégulation comme seule religion. À mon sens, et là je n'engage que moi, hein, on est invité ici, je crois, aussi intuitu personné, donc je n'engage pas mon employeur, mais il y a quelques éléments de cette révolution que je voudrais partager avec vous. D'abord, oui, l'État aujourd'hui peut laisser faire, ne pas faire. Il y a quelque chose aussi de très beau et de très constructif dans le fait parfois de ne pas faire, d'être là mais de ne pas faire. C'est pas du tout une posture qui est habituelle des hauts fonctionnaires de la République française. Petit exemple sur ce point, dans le domaine des villes intelligentes, des innovations technologiques, il y a des collectivités, des communes, un peu comme Lyon ou comme d'autres, qui disent aux acteurs économiques, je vous prête mon territoire, je vous laisse faire, expérimentez, allez-y, et dans quelques années ou dans quelques mois, on rediscute, qu'est-ce que vous avez inventé pour que les gens vivent mieux, et donc ils laissent la place à la créativité sur un territoire que pour autant ils maîtrisent. La ville de Lyon reste au contrôle de son espace public, mais elle dit je laisse faire. Premier exemple. Deuxième élément, l'action publique doit révolutionner, et ça commence, sa manière de mesurer. Vous êtes en économie, je crois tous, hein, dans des cursus pro-économiques. Donc la question des indicateurs, de qu'est-ce que je mesure, est absolument décisive. On ne gère rien de ce qu'on ne mesure pas. Pour autant, il ne faut pas avoir un tropisme, une obsession de l'indicateur et au-delà, point de salut. Mais cette révolution des indicateurs, elle a, pour faire très vite, hein, elle s'inspire de ce qu'on appelle les indicateurs de développement humain, par exemple. Je crois que c'est évoqué dans le film, je ne l'ai pas revu aujourd'hui avec vous, mais c'est-à-dire l'idée qu'on mesure des choses importantes pour la vie des gens, mais qui ne sont pas forcément les indicateurs traditionnels de l'économie. Dans le jargon économique que vous étudiez dans cet amphi, c'est Pigou et les externalités, positives ou négatives. Qu'est-ce que c'est que ce mot d'externalité ? Posez-vous la question. C'est le bon moment dans votre carrière, je pense, de vous poser cette question. Externalité à quoi ? Qu'est-ce qui est véritablement extérieur ? Une entreprise avec son business plan, son modèle, elle vit hors sol ? Elle n'a pas besoin d'être posée quelque part avec un espace public, de l'air pour respirer, de l'eau pour... etc. Donc l'externalité, oui, mais l'externalité a un modèle extrêmement restreint qui d'ailleurs ne peut pas vivre s'il n'est pas posé dans un tout plus large. Et sur ce point, il y a des avancées récentes. Vous savez peut-être qu'une députée de la Commission des Finances, appelée Eva Sass, a réussi à faire passer une loi qui oblige désormais les documents financiers de Bercy, le ministère des Finances, à intégrer un certain nombre d'indicateurs extra-financiers d'impact de la loi de finances sur la vie des gens. Je ne sais plus s'il s'agit de la santé, s'il s'agit du CO2, etc., mais désormais doivent figurer en bonne place dans les bleus budgétaires et compagnie, ce genre de choses. Mais tous, dans l'action publique ou dans l'action privée, l'autre volet de ces nouveaux indicateurs, c'est ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire que dans les entreprises, désormais, au-delà des documents financiers et commerciaux habituels, il faudra, et c'est d'ailleurs la loi, j'ai participé à un projet en 2001, sous l'égide de M. Fabius, qui après est devenu président de la COP 15 ans plus tard, qui obligeait les entreprises à faire un reporting environnemental et social. C'était une petite révolution française, parmi les pionniers en Europe et dans le monde, d'obliger les entreprises, dans leur rapport de gestion obligatoire, de faire figurer 68 rubriques. Qu'est-ce que j'émets comme gaz à effet de serre ? Qu'est-ce que je rejette comme déchets ? Où j'en suis de l'égalité homme-femme, etc., etc. Donc la mesure, dans tous les domaines, pour tous les acteurs, elle doit changer. Il faut changer les lunettes, sinon on n'a aucune chance de faire advenir quelques éléments du monde qu'on a vus. Troisième point, il faut savoir donc investir dans la matière grise. Pour transformer ces initiatives en des initiatives qui se dupliqueront largement dans l'économie et dans la société, il faut évidemment beaucoup investir en, j'ai envie de dire, ingénierie sociale. Or, aujourd'hui, un des problèmes de notre économie, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, on raisonne dans des modèles économiques assez étroits, et l'investissement de savoir-faire ensemble, tous ces gens que vous avez vus là, ils le font quelque part pro domo, ils le font sur leur temps, sur leur envie, sur leur enthousiasme, sur leur énergie propre, parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils dégagent de leur vie quotidienne. Mais pensons aux millions, aux centaines de millions de gens qui n'ont pas à pouvoir dégager cette énergie-là d'ingénierie sociale, de se réunir. On voit avec les SIC, je ne sais pas si vous connaissez, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui demandent une certaine ingénierie sociale. C'est pas facile d'en monter une. Il faut beaucoup de dialogue et beaucoup d'investissement
en capital social partagé, j'ai envie de dire, pour les projets. Donc il faut savoir, pour demain, imaginer des projets qui auront, avant de se lancer avec un produit, un service sur un marché, qui auront un vrai travail d'ingénierie sociale, de dialogue et de concertation en amont. Et ça, l'action publique, j'en termine là pour essayer de répondre à votre question, elle doit savoir voir ça. Elle doit savoir donner du temps, et tous nos dispositifs subventionnels, nos dispositifs réglementaires, les lois, les codes, les règlements, qui peuvent accompagner ces initiatives, qui doivent désormais les accompagner et non pas faire à leur place. Si demain, en voyant ça, on se dit, bon, il faut un grand plan national avec un opérateur national des déchets, où il faut que EDF fasse seul l'énergie, mais ça sera de l'énergie verte et ça sera mieux, on se trompe de cible. Parce que vous l'avez dit, madame, au cœur de cela, c'est la décentralisation et la fragmentation du pouvoir, des centres de décision, des réseaux, des lieux de production, qui permet leur durabilité, leur soutenabilité et, j'ai envie de dire, leur hospitalité, quelque part. Alors, avant de vous passer la parole, je voulais parler de la façon dont j'ai entendu parler d'Enercop. J'en avais entendu parler, évidemment, à l'occasion du départ, mais le week-end dernier, je me promenais au Jardin des Plantes, et à côté du Jardin des Plantes, il y avait 2 femmes qui chantaient, et qui s'appelaient les Climate Singers. Et ces 2 femmes qui chantaient, avec leur petit micro, elles avaient un petit papier qu'elle distribuait aux gens, où elle suggérait 10 actions à mener pour faire des choses soi-même pour le climat. Et dans ces actions, il y avait le fait d'acheter son électricité à Enercop. Donc je trouvais que c'était un mode de commercialisation à la fois réjouissant et atypique. Et voilà, donc c'était intéressant comme expérience. Donc vous êtes sur un modèle assez coopératif, justement. Donc comment vous voyez la responsabilité, comment vous inscrivez dans cette transition énergétique, et est-ce que les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières dans ce domaine ? Ok, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette anecdote. Enfin, je pourrais dire qu'on a organisé cette histoire avec les Climate Singers, mais en fait je les connais pas, donc ça veut dire que c'est de la génération spontanée. C'est aussi la force du projet Enercop, c'est qu'il est véhiculé par tout un tas d'acteurs et de citoyens. Peut-être avant de répondre à votre question, remercier les organisateurs d'avoir invité Enercop au travers de ma personne pour participer à ce débat. Enercop a été un des partenaires du film Demain, donc on est beaucoup sollicité dans les débats qui entourent ce film. Vous connaissez l'histoire du financement du film Demain, hein. Cyril Dion et Mélanie Laurent à l'origine ne cherchaient que des financeurs éthiques dans une sphère très proche, et à l'origine ils sont partis avec 3 partenaires principalement: Veja qui fait des baskets éthiques, Biocop qui est un réseau de distribution de nourriture biologique, et puis Enercop. Et puis ensuite ils ont mené une campagne de crowdfunding qui a été très successful, hein, puisqu'ils ont levé 400 000 € en très peu de temps. Et voilà. Et donc on est très content d'accompagner l'émergence des débats, des questionnements qu'il y a autour du film Demain. Et je me permets juste de signaler qu'aujourd'hui, dans la foulée du film Demain, il y a une manifestation, un événement qui s'appelle le Chant des Colibris, que vous connaissez peut-être. Si vous tapez le Chant des Colibris sur Internet, vous verrez de quoi il s'agit. Les colibris, c'est un peu le mouvement des petits gestes, de toutes les actions un peu citoyennes qui permettent d'aller vers la transition. Et Cyril Dion était le directeur général des Colibris avant de prendre un peu de temps pour faire ce film Demain. Alors, par rapport à la question que vous avez posée sur le système énergétique et sa transformation, par rapport à des enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux, de gouvernance, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Alors, on pourrait penser que le consommateur suffit, puisqu'il peut faire un choix par rapport à des critères qui lui sont propres. Ça peut être le prix, ça peut être la valeur environnementale, ça peut être la proximité. On pourrait penser que les collectivités territoriales, elles aussi, sont des acteurs suffisamment forts aujourd'hui pour pouvoir développer des dynamiques significatives. Les investisseurs également, qui commencent à flécher de manière un peu plus spécifique leurs investissements sur certains types d'énergie plutôt que d'autres. Vous savez qu'il y a une désaffection en ce moment des investisseurs pour le fossile et un engouement pour le renouvelable, parce qu'effectivement le modèle économique des renouvelables et notamment du photovoltaïque est en train d'évoluer fortement. Il y a tout un tas d'acteurs, il y a des grandes entreprises, il y a des équipementiers, mais effectivement l'État reste prépondérant. Alors pour beaucoup de raisons qu'a évoqué Blaise, mais aussi parce que spécifiquement en France, on est dans une configuration très, très particulière. Vous savez qu'on a un système très jacobin, très centralisé. La question de l'énergie, elle est très centralisée en France. On a une direction générale de l'énergie et du climat qui a une direction quasiment un État dans l'État, qui a une proximité très forte avec l'ex-opérateur historique qui est EDF. Et vous savez qu'en France, on a une particularité,
c'est que 75% de l'électricité produite est d'origine nucléaire. Donc on est dans un état unique au monde. Mais si tu permets juste une interruption, c'est 16% de l'énergie française. Et c'est 4% de l'énergie mondiale, le nucléaire. Donc ne retenez pas que c'est 80% de l'énergie et que si on arrête le nucléaire, c'est fichu. C'est que 16% de l'énergie en France et 4% de l'énergie mondiale. Donc sans le nucléaire, on a un sujet à 4%. Oui, tout à fait. Mais du coup, je faisais juste un focus sur l'électricité. Et c'est vrai que le nucléaire, mais dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la dérégulation un peu des énergies, c'est le cas de le dire, pour pouvoir innover, créer et inventer d'autres modèles, on est contraint et on a face à faire à un système qui est très centralisé, des grands ensembles centralisés, 58 réacteurs nucléaires, je crois, qui inondent la totalité du territoire avec une efficacité qui est pas redoutable, avec un réseau de distribution qui est un monopole. Je l'évoque puisque un des objets de la transition et un des objets de la relocalisation à l'échelle locale, c'est de pouvoir imaginer des boucles locales de distribution, c'est-à-dire que des producteurs et des consommateurs à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une communauté de communes, à l'échelle d'une zone d'activité, puissent produire et consommer et échanger de l'énergie. Aujourd'hui, en France, c'est impossible. On a des spécificités, ce qu'on appelle des entreprises locales de distribution, mais c'est vraiment compliqué. Donc bien évidemment, en France, on a un contexte à la fois réglementaire, étatique et quasi culturel, qui fait que pour aller vers la transition, c'est-à-dire cet aspect local, c'est-à-dire cette capacité aux énergies renouvelables de prendre le relais, d'avoir des modes, des usages de consommation adaptés à des phases de l'année, à des pics de consommation, à de l'ensoleillement, à de la présence de vent, on est dans un système un peu rigide, et c'est tout l'enjeu effectivement de la transition en France dans les années à venir. Vous avez vu que ça commence à émerger, c'est un peu dans le débat présidentiel. On se disait tout à l'heure avec Blaise, Yannick Jadot est pas là, il va falloir qu'on se démène pour faire rester tout le monde, parce que peut-être que vous êtes tous venus pour voir Yannick Jadot. Il était en train de visiter un McDo cet après-midi avec Benoît Hamon, donc voilà, il est super occupé. Mais lui, comme Hamon, comme Mélenchon, comme d'autres, mettent le sujet énergétique au cœur du débat, et on voit d'ailleurs qu'il y a des options assez tranchées dans le cadre de cette présidentielle. Et on voit bien que cette perspective de changer les choses à horizon 25 ans, 30 ans, en se basant sur les rapports de l'ADEME, en se basant sur les rapports de négawatts. Vous avez vu un monsieur qui s'appelle Thierry Salomon, qui a parlé de mégawatts, et il a parlé de négawatts. Les négawatts, c'est les mégawatts qu'on ne consomme pas. L'association Négawatt a fait un rapport qui dit qu'à horizon 2050, c'est tout à fait possible d'avoir une production électrique d'origine 100% renouvelable si, parallèlement, on met en place des programmes d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique, c'est-à-dire de ne pas consommer plus que ce dont on a besoin. Voilà. Donc, pour répondre à la question, multitude d'acteurs, bien évidemment. En France, un prisme, effectivement, un peu... je ne vais pas dire bureaucratique, mais si quand même une organisation des choses qui est faite de telle sorte en France que c'est très centralisé et pas forcément déconcentré. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il y a une loi sur la transition énergétique en France, qu'il y a un cadre qui existe, qui vient lui-même de ce qui a été décidé aussi dans le cadre de l'accord de Paris, donc au niveau du multilatéralisme. Donc quelques données clés. L'objectif, c'est moins 40% de CO2 par rapport à 90 d'ici à 2030. La division par 4 des émissions de CO2 d'ici 2050. Sur la consommation énergétique, vous les connaissez peut-être par cœur, ces chiffres. Je regarde... Oui, c'est ça, c'est moins 50 d'ici 2050. Et les énergies renouvelables, 23% de la consommation d'énergie en 2020 et 32% en 2030. Ça, c'est les objectifs pour la France. Et le nucléaire à 50% de la production d'électricité en 2025. Ça, c'est pour que vous ayez un peu les données clés du sujet. Si on le relie au sujet de demain, et vous savez que l'accord de Paris a fixé pour objectif de contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés, tendant vers les 1,5 d'ici à la fin du siècle. Donc l'objectif global, c'est tout ça, c'est d'arriver à ça. On sait que si on additionne, vous savez que les États donc ont fait ce qu'on appelle des contributions nationales pour indiquer leurs engagements. On a quitté le modèle de Kyoto pour aller vers un modèle complètement différent avec l'accord de Paris où les États, chaque État dit « moi je vais faire ça » et où tous les 5 ans on va faire le point et ils sont obligés
d'aller vers le mieux-disant tous les 5 ans, mais on sait que si on additionne les engagements actuels des États, on est loin du compte par rapport à l'objectif des 2 degrés, ce qui fait d'ailleurs, et ça a été tout l'objet de l'agenda de l'action, qu'on a compris que les États seuls ne pourraient pas réussir à remplir cet objectif et que les fameux acteurs non étatiques, à savoir les villes, les entreprises, la société civile, devenaient des acteurs clés dans ce paysage-là. Donc c'est important, je pense, de bien comprendre que l'accord de Paris est un changement de paradigme absolument complet de ce point de vue-là. Et je vais juste témoigner un peu de ce que j'ai vu à la COP 22, où, comme vous, mais c'était à la COP, au 2e jour, nous avons appris l'élection de Donald Trump, qui a provoqué un espèce d'état de choc, puis a littéralement galvanisé les acteurs de la COP 22. Et le mot-clé, je dirais, de cette COP, c'était de dire cette bascule vers le monde bas carbone est irréversible. Donc là, j'aimerais parler avec vous de cette temporalité. C'est quoi? C'est 10 ans, 20 ans, 30 ans? Combien de temps on a pour la réussir? Et est-ce que, selon vous, elle est irréversible? Et déjà suffisamment enclenchée pour que ce soit la norme des années qui viennent? Alors, la question des objectifs, des dates, des actions qu'il faut faire en place pour modifier l'évolution du climat de quelques dixièmes de degrés, j'avoue que moi j'y vois pas super clair parce qu'il y a beaucoup de scénarios, parce que c'est très compliqué, parce que ça met en œuvre tout un tas de critères. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui est lancé, parce qu'il y a une volonté politique, il y a une volonté des États, parce qu'il y a un pragmatisme économique. Je l'ai signalé tout à l'heure, les investisseurs ne vont pas continuer longtemps d'investir dans des énergies qui sont polluantes, qui sont néfastes pour la santé, qui ont un coût global insupportable, qui même d'ailleurs mettent en œuvre des dispositifs, je pense au sable bitumineux par exemple, des dispositifs d'extraction qui sont quasiment plus coûteux que le retour sur investissement. Le nucléaire, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit significativement en France sur le nucléaire de 2e génération, des dizaines de milliards d'euros, sans vraiment savoir si ça va réussir ou non. Donc voilà, il y a un pragmatisme économique qui fait que quelque chose est lancé. Est-ce qu'on va aller suffisamment vite ? Est-ce que des soubresauts géopolitiques, comme on peut en connaître aux États-Unis, mais peut-être aussi en Russie ou dans d'autres pays, vont ralentir la marche de la collectivité mondiale vers cette transition? C'est très difficile de le dire. Je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de le dire. Moi, j'ai le sentiment que quand même, il y a une appétence des citoyens pour ces sujets-là. C'est des sujets dont on parle de manière de plus en plus sérieuse. Je crois qu'on a passé l'étape du débat où quand on parle des renouvelables, on dit on va pas revenir à l'ère de la bougie. Enfin, j'ai l'impression qu'on a franchi quand même un peu un cap, qu'on rigole moins quand on parle d'éolien, de photovoltaïque, de solaire, de biomasse, d'hydrolienne, d'éoliennes offshore. Enfin, on voit bien qu'il y a un levier d'innovation et d'inventivité fort, que c'est créateur d'emplois. Maintenant, est-ce que tout ça est suffisant? Est-ce que l'ensemble des forces en présence, qu'il s'agisse des forces économiques, des forces des États et des forces des citoyens vont arriver à converger pour... je sais pas, de toute façon, on n'a pas tellement le choix, donc on fera ce qu'on peut, mais voilà, moi j'ai du mal à répondre à cette question, d'autant que je me dis qu'après, c'est au jour le jour que ça se joue. Et voilà, et là où il faut être vigilant en tant que citoyen, c'est pointer les incohérences. Voilà, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a pris des engagements, nous la France, on a été d'ailleurs moteur dans la conclusion de cet accord à l'occasion de la COP 21. Toute décision étatique maintenant qui est contraire à l'esprit et aux orientations de la COP 21, il faut, j'allais dire, être sans pitié. C'est-à-dire qu'il faut les pointer. On peut pas d'un côté pousser vers un accord et d'autre part prendre des décisions contraires, qu'il s'agisse de la construction d'autoroutes ou d'autres dispositifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Blaise ? Je crois qu'on n'a pas la réponse à votre question. Et évidemment, ça serait totalement banal de dire que ça nous appartient, ce que sera le scénario de demain. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de regarder en face le fait que ça peut être un très mauvais scénario. Quand vous disiez, quand on additionne ce que les États disent qu'ils vont faire, ils n'ont rien signé qui les engage. Ils disent qu'ils vont faire. On dépasse largement les 2 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez, avec 5,5 degrés, je crois, on passait à pied en Angleterre, sur la glace. Lors du dernier grand bouleversement climatique, il y a pas mal de millions d'années. Donc 3, c'est la moitié de ça. Ça veut dire que les choses ne poussent plus là où elles poussaient. Ça veut dire que l'ensemble de l'agriculture mondiale est bouleversé.
quand vous savez qu'il y a 3,5 milliards d'agriculteurs sur les 6 ou 7 milliards que nous sommes, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population mondiale qui peut juste plus vivre de ce dont elle vivait et là où elle vivait. Je laisse 2-3 secondes pour que vous imaginiez la situation. Je ne peux plus vivre, je ne peux plus me nourrir, ni ma famille. Qu'est-ce que je fais? Donc les lignes climatiques, les chaînes alimentaires, les zones de culture vont se déplacer vers le nord, vers le sud, ça va être variable, on ne sait pas encore totalement le préciser. À Barcelone, il fera le climat d'Alger, ça on le sait. À Bordeaux, il fera le climat de Barcelone, etc., etc. Comment l'humanité va gérer? Moi, je crois qu'un des scénarios, malheureusement, les plus probables, c'est que la force va revenir en force, si je puis dire. C'est-à-dire que les plus forts vont pouvoir garder des canaux d'approvisionnement, des marchés, des zones de culture pour drainer vers eux les ressources nécessaires à la vie de leur population. Mais les plus faibles auront plus de difficultés. Et j'ai peur que, malheureusement, une des hypothèses, c'est que le fait militaire revienne beaucoup plus fortement suite aux problèmes climatiques qu'aujourd'hui, il n'est là. Il est là sur des problèmes Daesh et compagnie, mais il n'est pas massivement sur les questions climatiques. Bien que, moi j'ai travaillé au Quai d'Orsay sur des scénarios qui démontrent que derrière une bonne partie des conflits mondiaux, aujourd'hui, vous avez des conflits d'usage pour les ressources. 2 ou 3 exemples. Au Darfour, il y a des conflits entre sédentaires et nomades qui sont un peu sous-jacents et une partie du problème. Pareil au Mali et au Sahel. Les pirates somaliens, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'était des pêcheurs sur la même zone, simplement. Il y a des effondrements radicaux de leur zone de pêche. Donc ils prennent les mêmes bateaux, ils prennent les mêmes habits, sauf qu'au lieu de prendre des filets, ils prennent une Kalachnikov et puis ils attaquent un porte-container pour rançonner les bateaux qui passent. C'est un peu caricatural comme raccourci, mais les géopoliticiens, aujourd'hui, le disent. Regardez, à formation d'hier, il y a 150 généraux supérieurs des états-majors américains, de l'armée américaine, qui ont lancé une alerte sur la question du renforcement de 10% du budget du Pentagone voulu par Trump et annoncé hier, en disant, attention, si vous déshabillez d'un côté l'aide au développement, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de se nourrir, de progresser, d'améliorer leur vie quotidienne, pour renforcer le militaire, nous, militaires, nous disons que c'est un mauvais choix. Donc la sécurité demain, c'est l'aide au développement. C'est pas les missiles. C'est clair comme de l'eau de roche, ça. Et ça commence à percer dans les cercles les plus sérieux et les plus autorisés, des think tanks, de géopolitique, etc. Donc ça, c'est le scénario un peu noir. Le scénario un peu plus positif, évidemment, c'est que ce qu'on a vu sur ce film se démultiplie. L'idée, c'est la pollinisation, l'essaimage. Et là, on est dans un entre-deux où les États, par rapport aussi à votre première question, doivent favoriser, catalyser et non pas faire à la place cette pollinisation des initiatives positives. Et puis là, permettez-moi un petit moment militant, parce que tu peux pas le dire, ça serait un plaidoyer pour Enercop, mais moi je peux le dire, parce que je suis un simple client. Je crois que j'ai le numéro 400 et on est 30 000, donc je suis assez fier, parce que le 1er juillet 2007, de mémoire, il y a eu la libéralisation des prix de l'énergie et des fournisseurs d'énergie en Europe, et je me suis précipité sur mon ordinateur, et au bout de quelques minutes, j'étais client Enercop. Faites-le. Alors, à 19h, vous prenez votre facture EDF, c'est simple comme bonjour, vous allez sur le site, vous scannez tout ça, et dans 5-6 jours, vous êtes client Enercop. Et on change le monde pour aller de manière plus radicale et lapidaire que ce que dit demain, avec 3 choses. En changer d'énergie, vous le faites, vous pouvez le faire ce soir, c'est fait. En changeant de banque, ça se peut-être demain ou après-demain ou lundi prochain, parce qu'il faudra que vous ayez un rendez-vous. Et en changeant d'alimentation. Ça se fait en continu, au quotidien, dans les actes d'achat que vous pourrez faire sur une alimentation tracée, durable, écologique, circulaire, etc., etc. Donc je ferme la petite parenthèse militante, mais c'est pas un débat académique qu'on a aujourd'hui. Je trouve, merci aux organisateurs d'avoir mis le pied dans le plat avec un film qui est un film d'action, sans jeu de mots. C'est pas un blockbuster hollywoodien, mais c'est un vrai film d'action pour le coup. C'est pas une action virtuelle. Et enfin, dernier point, tu as parlé de l'agenda de l'action et sur la question du climat. Je voudrais le ressouligner plus fortement. Ça a failli rater. Moi, je travaillais aussi, comme toi, dans l'équipe COP21 française. Un an avant, début 2015, on ne savait pas où on allait. On allait vers le crash. Il y avait eu Copenhague en 2009, le crash absolu des négociations climatiques. Et depuis Copenhague, ça n'allait pas mieux. Le climato-scepticisme était là. Il y avait des rock states climatiques, si je puis dire, des États voyous climatiques qui étaient encore très actifs. La Chine avait une position extrêmement ambivalente, en exprimant des grandes idées, mais en prenant des positions assez peu claires. Et effectivement, Laurence Toubiana, les ambassadeurs, M. Fabius, tout le monde a mouillé la chemise, mais la vraie réussite et la vraie nouveauté de l'accord de la COP21, c'est oui,
Tous les États du monde ont signé une pétition de principe en disant on est d'accord sur l'objectif, on est d'accord que c'est grave et on est d'accord qu'on va se bouger. Mais ils n'ont pas signé des engagements chiffrés, avec des punitions derrière. Si demain le Pakistan ne fait rien et ouvre des nouvelles centrales à charbon, le Pakistan n'aura aucune conséquence. Peut-être qu'il y aura des papiers dans la presse, etc. Donc ça reste un symbole de coalition mondiale. La vraie nouveauté, j'y viens, c'est ce que tu as mentionné, c'est que sentant venir ça, les acteurs de la société civile, dès début 2015 et même un peu avant, à Lima, à la COP20, ont dit nous allons, avec les Nations Unies, lancer un agenda de l'action. Vous avez vos PC, vos smartphones, etc. Vous regardez UNFCCC, climataction.unfccc.com et vous allez tomber sur le site internet qui matérialise le film Demain à l'échelle du monde et sur la question du climat. C'est une plateforme qui s'appelle NASCA, Non-State Actor Zone for Climate Action, et sur laquelle vous pourrez rentrer le nom de votre ville et savoir ce que votre ville s'est engagée à faire. Rentrer le nom de votre fournisseur de computer préféré et voir ce qu'il s'est engagé à faire. Rentrer le nom de la région Île-de-France, si vous habitez l'Île-de-France, et voir ce que l'Île-de-France s'est engagé à faire. Donc, les entreprises, les villes, les régions, les acteurs de la société civile ont pris des engagements devant vous, devant les opinions publiques mondiales, et on est arrivé en décembre 2015 avec un agenda de l'action. On a démarré avec 1000 engagements à Lima, on est arrivé à 11 000 engagements en décembre 2015, et les délégations, vous savez, les bureaucrates qui font de la négociation climatique depuis 15 ans, en signant des accords plus ou moins engageants, ils avaient derrière eux leur société civile, les associations, les ONG, les fondations, les financiers, qui disaient « je sais faire ». La Société Générale, je cite au hasard, la BNP, on dit « je sais faire pour décarboner mon portefeuille ». Nous, la Caisse des dépôts, on a un énorme bilan bancaire qui est de plusieurs centaines de milliards d'euros. On a signé au moment de la COP21 l'engagement de scanner ce portefeuille financier. Je crois qu'à Dauphine, on est assez bon en finance. On est assez bon en finance. Il y en a peut-être parmi vous qui veulent rejoindre le fameux master, là où on fait de l'économie financière et où on devient milliardaire en quelques années. Et bien ces gens-là, chez nous, dans les salles des marchés, etc., ils sont en train de passer en revue toutes les participations financières de la Caisse des dépôts, de voir leur poids carbone, et on a fixé un agenda pour réduire ce poids carbone. Donc on va vendre un peu de Total ou vendre un peu d'Engie s'ils font trop de fossiles, puis racheter un peu plus de Carrefour ou d'Auchan ou que sais-je. On va moduler nos portefeuilles financiers pour les mettre alignés avec ces 2 degrés que tu évoquais, c'est-à-dire l'ensemble de l'économie mondiale qui doit, dans la philosophie de l'agenda de l'action, aligner ses comportements. Donc vous, nous, nos entreprises, nos magasins, nos régions, nos États. Là, vous le faites pour vous conformer à ces objectifs ou aussi parce que c'est rentable? Vous êtes... Entre les deux. En fait, il y a un problème de mouton de panurge dans la finance. Hein. Pour ceux qui font de la finance ici, vous savez que les phénomènes de suivisme sont gigantesques. On n'est pas du tout dans la rationalité. Hein. On fait semblant d'y être, il y a quelques professeurs qui le prétendent, mais c'est pas du tout le cas. Donc les phénomènes d'entraînement et de mimétisme sont très importants dans la sphère financière. Donc on pose des marqueurs, et ce qu'on dit au moins, c'est qu'on ne va pas perdre d'argent avec ça. On le fait de manière extrêmement raisonnée. C'est des très bons experts, des analystes financiers patentés qui suivent ça. On a ce qu'on appelle la gestion ALM, actif-passif, en permanence sur nos portefeuilles. Je déjeunais hier avec un des responsables de ça, qui gère 70 milliards d'euros, excusez du peu. Il m'a dit, justement, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, nous, on gère en bon père de famille. Et on va peu à peu, mais on donne un signal. Et alors, il y a énormément d'acteurs financiers pour qui ce que fait la Caisse des dépôts est un signe de sécurité. Donc, ils vont peut-être faire pareil. Et du coup, les actifs fossiles vont se décoter sur les places. Donc, ce que tu disais est vrai. Ils vont rapporter de moins en moins. Ils vont porter un risque. Parce que la finance, c'est un trade-off entre le risque et le rendement. Et le facteur risque est très important. Et quand vous entendez Isabelle Kocher, la patronne d'Engie, dire qu'elle est en révolution avec un des principaux acteurs mondiaux de l'énergie, c'est un signal de marché extrêmement fort pour les investisseurs. Donc ça bouge. Et donc la rentabilité, elle se fera aussi sur le phénomène de suivisme qui fait que personne ne croira plus dans la rentabilité de ses actifs demain. Donc ça fera cascade et dans la finance mondiale aujourd'hui, ça joue un rôle. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la COP21 a été un moment très très important et la question était de savoir si ça suivrait à la COP22. C'est-à-dire si la COP21 était un feu de paille avec une annonce
majeur de tout un tas d'entreprises, mais plutôt dans le déclaratif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé donc des 11 000 engagements à 12 500 engagements de coalition, sachant qu'une coalition, c'est vraiment une dynamique collective, sectorielle, donc c'est pas juste une entreprise dans un coin, donc ça c'est très très important. Et il y a quelques signaux, moi, qui m'ont paru majeurs. Une coalition, enfin un regroupement d'entreprises comme Women Business a doublé de nombre d'adhérents entre Paris et Marrakech. Donc ça représente une capitalisation boursière absolument colossale. D'autres signaux qui sont des signaux faibles et forts en même temps, on voit le développement de coalitions d'entreprises qui vont vers le 100% renouvelable et la naissance d'une nouvelle coalition qui, elle, est destinée à mettre en contact des vendeurs et des producteurs d'énergie renouvelable pour accélérer le mouvement. Il y a un mot-clé qu'on entend tout le temps à l'agenda de l'action, c'est comment scale up, comment changer d'échelle. Donc on est bien sur la question que pose le film Demain, c'est-à-dire comment, à partir de tout un tas d'initiatives, on change d'échelle pour que ça devienne absolument majeur. Une des grandes novations de la COP22, c'est aussi la création de la première coalition du secteur des nouvelles technologies, et qui ont décidé d'ouvrir leurs portes à absolument toutes les entreprises, les acteurs de la société civile qui veulent, par le digital, accentuer la mutation carbone. Donc, si on prend, il y avait 12 journées thématiques, 12 journées sectorielles, hein, transport, agriculture, voilà, c'est vraiment, je vous conseille de lire, de regarder ce qui s'y est passé, mais si on regarde une vision agrégée de tout ce qui se fait, ce qui a été proposé, on peut se dire que cette bascule-là, elle est là, quoi. C'est une réalité et c'est tout à fait impressionnant. Et cette notion de 100% renouvelable, c'était un des points frappants de la COP22. Tous ces acteurs qui rêvaient, villes, entreprises, d'être à 100% renouvelable. Est-ce que ce 100% renouvelable, c'est une utopie où on peut arriver? Est-ce qu'une entreprise demain peut, je sais pas moi, est-ce que vous faites d'ailleurs que non, vous fournissez aussi des entreprises, pas seulement des particuliers. Donc est-ce que une grande entreprise ou une moyenne entreprise qui décide d'être à 100% renouvelable, est-ce qu'il suffit qu'elle passe commande pour être fournie ou est-ce que c'est encore compliqué? C'est aujourd'hui simple, enfin comme l'a dit Blaise, et merci d'ailleurs de ce qu'il a dit, hein, c'est facile aujourd'hui de changer de fournisseur d'électricité, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une collectivité ou qu'on soit un particulier. Alors c'est plus compliqué quand on est une collectivité parce que on fait un appel d'offres, c'est plus compliqué quand on est une entreprise parce qu'on passe par la direction des achats, la direction financière. Mais aujourd'hui, c'est possible effectivement de choisir une offre 100% renouvelable. C'est d'ailleurs tellement possible qu'aujourd'hui tous les fournisseurs d'électricité proposent une offre verte. EDF en propose une, Engie en propose une, l'Empiris en propose une, enfin on dit plus l'Empiris, on dit Total, en propose une, Direct Energy en propose une, donc c'est devenu un peu mainstream et il y a aussi une accroche un peu marketing, mais ça signifie bien aujourd'hui que l'offre renouvelable elle est crédible et que il y a une attente des consommateurs. La question derrière, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de production pour pouvoir produire. Si demain 40% de la population veut de l'électricité verte, est-ce qu'il y aura suffisamment de production? Maintenant, il n'y en aura pas assez, mais c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire plus il y a de la demande, plus il y a une incitation à produire renouvelable. Sachant qu'aujourd'hui, il faut pouvoir distinguer, mais c'est un peu technique, les offres vertes. Hein, vous avez différentes offres vertes. En gros, soit c'est de l'électricité qui est achetée sur le marché, donc c'est l'électricité grise à laquelle on accole ce qu'on appelle une garantie d'origine, c'est-à-dire un label vert, soit c'est vraiment du sourcing renouvelable et on achète directement aux producteurs. Donc peut-être 2 mots sur Enercop. Effectivement, Enercop c'est un fournisseur d'électricité qui a une dizaine d'années, il a 3 spécificités. La première, c'est effectivement de ne faire que du 100% renouvelable. Donc quand il y a 10 ans, Enercop s'est créé, je crois que c'était le seul fournisseur en France à avoir cette spécificité-là. Le deuxième, c'est qu'on est une coopérative, et plus spécifiquement le statut qu'a cité Blaise tout à l'heure, une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, qui est une gouvernance un peu particulière, un peu compliquée, qui met autour de la table à la fois les producteurs, les consommateurs, les collectivités, les partenaires, les financeurs, les porteurs. Mais qui a donc c'est une gouvernance démocratique, hein, c'est-à-dire que les clients, les producteurs sont à l'origine des orientations de l'entreprise. Et le deuxième aspect très intéressant de la coopérative, c'est qu'on est à lucrativité limitée, voire à but non lucratif.
Donc on doit réinvestir 57% des profits quand on en fait dans le capital, ça c'est légal, et on réinvestit la totalité du capital et des profits, pardon, dans le capital et dans l'innovation parce que on n'est pas à but lucratif, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Et ça c'est super important. Et c'est un élément distinctif qui reste aujourd'hui un élément fort, hein, c'est-à-dire que sur le marché des fournisseurs d'électricité, on est le seul à avoir un statut coopératif. Et on constate que ça parle de plus en plus aux gens. Le volet coopératif, vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu pas glam, c'est un peu ringard, on voit pas trop ce que c'est, on imagine des associations un peu bizarres ou des trucs un peu dans le domaine social, caritatif, hein, pas très attractif. En réalité, aujourd'hui, c'est la question fondamentale de l'allocation du profit. Quand je fais du profit, où est-ce que je le redistribue? Et aujourd'hui, effectivement, on dit à nos clients ou à nos prospects, quand vous versez 100 € à Enercop, ces 100 € sont intégralement réinvestis dans le projet, à la différence de nos concurrents qui rémunèrent des actionnaires, qui font de l'évasion fiscale ou qui investissent dans des technologies pas propres. Voilà. Et le troisième volet distinctif d'Enercop, c'est que c'est un réseau de coopératives. Quand on s'est créé il y a un an, on était une coopérative. Aujourd'hui, on est un réseau de 10 coopératives. À terme, on veut mailler l'ensemble du territoire français de coopératives locales. Et le modèle qu'on vise, c'est la boucle locale de l'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle d'un territoire, la coopérative, qui appartient aux producteurs, qui appartient aux citoyens, qui appartient aux collectivités, qui appartient aux usagers, eh bien, elle décide ou elle organise ces flux énergétiques sur un territoire. Je produis, je consomme, je peux même auto-consommer, je peux vendre à mon voisinage le surplus, je peux acheter au bon moment. Et ça, c'est vraiment le modèle qu'on veut développer. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, parce qu'effectivement, on est dépendant d'évolutions réglementaires, d'évolutions technologiques, mais on est persuadé que ça va venir. Et on en est d'autant plus persuadé que ça existe dans d'autres pays. Vous savez qu'en Allemagne, hein, plus de 50% de la production d'électricité est détenue par des coopératives, soit des coopératives de citoyens, soit des coopératives qui mettent en œuvre des collectivités territoriales. C'est relativement développé dans les pays nordiques. Ça commence à se développer en Angleterre. Il y a 2 grosses coopératives de distribution de fourniture d'électricité qui sont en place. Donc, comme d'habitude, l'Europe, sur ces sujets-là, nous amène de la norme, nous amène aussi des consignes, mais nous amène beaucoup d'innovation. Il faut regarder ce que font nos partenaires. Et si c'est possible ailleurs, ça doit être possible chez nous, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, il faut simplement s'efforcer de le faire. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Blaise, c'est-à-dire qu'on peut tous être les acteurs de changement, et je crois que c'est vraiment le message du film demain, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, par ses choix alimentaires, ses choix de mobilité, ses choix de vêtements, ses choix de loisirs, ses choix de placement de son argent, ses choix énergétiques, on a aujourd'hui des solutions qui existent. Alors tout ça n'est pas très coordonné, il y a plein de mouvements citoyens. Il y a Alternativa, vous en avez peut-être entendu parler, il y a le mouvement des colibris, il y a le collectif pour une transition citoyenne, et puis il y a des acteurs que je peux citer, il y a la NEF ou le Crédit Coopératif sur l'aspect bancaire, il y a tout le réseau des agricultures biologiques et des AMAP pour l'alimentation, enfin il y a plein de solutions qui existent. Par contre, on est vraiment dans une phase de transition, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on passe d'un modèle à un autre, donc tout ça est pas très audible, tout ça est encore suspect d'être un peu cher, un peu pas très glam, je reprends ce terme-là parce que c'est pas toujours très joyeux et tout ça, pas très développé non plus, mais ce qu'on constate, c'est que toutes ces entreprises et ces initiatives, elles sont en changement d'échelle, elles sont dans ce fameux scale-up, elles empruntent beaucoup, elles investissent, elles créent de l'emploi, elles créent de la valeur à tout point de vue, hein, que ce soit dans la production, la distribution, la consommation, sanitaire aussi. Et ça, c'est en train de se développer. Mais c'est vrai qu'on est dans une phase de transition. Et comme toujours dans les phases de transition, c'est un peu difficile d'y voir clair. On voit des économies ou des systèmes qui sont en train de périr gentiment, d'autres qui sont en train d'émerger. La solution, elle n'est pas si évidente que ça, pas si immédiate que ça. Merci. Alors, vous avez peut-être des questions dans la salle à poser aux intervenants. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vois quelqu'un là-bas. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, Monsieur Jadot, donc qui devait être là ce soir, a renoncé à se présenter et donc s'est allié au candidat du PS, Benoît Hamon. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on peut voir dans cet acte une sorte de renoncement à la cause écologique, étant donné qu'il n'y aura pas de candidat pour la première fois depuis un très long moment, Europe Écologie Les Verts aux élections présidentielles aujourd'hui, même si le programme en faveur de l'écologie de M. Hamon est assez conséquent, il n'y aura pas de candidat vraiment qui représente l'écologie et qui milite vraiment pour cette cause. Donc est-ce que c'est une forme de
de renoncement à la cause écologique au profit d'un intérêt politique. Je vais bien essayer de répondre. Vous posez une question assez emblématique, je crois, à la fois de la problématique du film Demain et de la situation de changement que tu viens de décrire. Pourquoi ? Ce qui illustre la Ve République par rapport à ce que porte l'écologie politique, c'est qu'un cadre peut étouffer la vie. Et comme dans le film Demain, ou un peu comme tu viens de l'esquisser, un cadre réglementaire ou financier dans un pays donné peut étouffer l'énergie verte, peut étouffer l'agriculture biologique, peut étouffer ce que veulent les gens, de plus en plus nombreux. Et en France, on est un des pays d'Europe où les initiatives sont le plus orphelines de leur pouvoir public. Et de la même manière, moi, mon intuition à titre personnel, de citoyen, c'est qu'il y a une myriade, un peuple du changement qui pèse plutôt 1 ou 2 millions de personnes dans ce pays, et beaucoup plus que les 5000 militants d'Europe Écologie Les Verts, et qui généralement, effectivement, vous l'avez dit, se retrouvent sur cette candidature. Mais la Ve République, qui a donc été écrite et voulue par un général maurassien, né en 1890, donc c'est cet homme qui a déterminé les règles de notre vie commune aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là, au niveau historique, que ce soit quelqu'un né en 1890 et militaire qui plus est, qui ait décidé de comment doit être géré notre pays à l'ère du numérique, à l'ère de l'initiative citoyenne, etc. Donc cette Ve République est littéralement étouffante pour ce que représente l'écologie politique depuis 40 ans. Donc René Dumont, en 74, il a eu un bon passage à la télé, il a bu un verre d'eau, et en disant « dans 20 ans, ça sera plus possible, l'eau sera polluée », ok. Mais ça ne s'y prête pas. Donc ma réponse est, après 5 ou 6 tentatives d'avoir quelqu'un, c'était intéressant d'avoir cette parole aux 20h, quelques jours avant l'élection, en prime time, etc. Ça a été moyennement efficace. Le meilleur score, c'est Noël Mamère à 5,25. Et en général, derrière, le scrutin législatif lamine littéralement ça. Pour vous dire simple, il y a 577 députés en France. Les écologistes pèsent, tout le monde le sait, entre 8 et 10% du peuple français. Donc 577, 8-10%, ils devraient avoir généralement 60, 80 députés, comme c'est le cas en Allemagne. Et ça, depuis 15 ans, ils ont ce score. Ils ont entre 3... Et le meilleur score qu'ils aient eu, c'est 18 députés, pour 10% de la population française. Donc, le scrutin présidentiel, il n'est pas bon pour la décentralisation de l'action citoyenne, il n'est pas bon pour l'écologie, et le scrutin législatif, encore moins. Donc, moi, mon sentiment personnel, c'est pourquoi pas essayer une autre formule, effectivement, en passant un pacte d'alliance avant. Mais on verra au résultat. Un commentaire là-dessus ? Ouais, pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on peut... Le résultat, c'est que, semble-t-il, le retrait de Yannick Jadot a permis au candidat PS, un parti qui a quand même pas toujours été très, favorable à la question écologique, plutôt productiviste et tout, d'intégrer des questions sur le nucléaire, sur le lien santé-pollution, sur l'agriculture biologique. Enfin, je trouve que c'est une avancée majeure. Et donc, c'est une autre manière de faire changer la prise en compte des choses et peut-être de te faire évoluer la capacité d'agir, par rapport à ce que tu disais. Incroyable d'entendre parler de perturbateurs endocriniens dans un débat politique à 20h dans le journal de TF1. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis pas si vieux que ça, mais j'ai vu passer quand même pas mal de campagnes électorales. C'est vrai que c'est assez magique, j'en suis très heureux. Alors je sais pas si c'est grâce à Jadot, à Hamon, ou qu'est-ce qui s'est passé là. C'est peut-être aussi grâce aux scientifiques qui nous ont dit que ça coûtait 200 milliards d'euros à l'Union européenne, les perturbateurs endocriniens. Donc ça coûte pas aux fabricants de pesticides ou de moquettes, mais ça coûte à la société 200 milliards d'euros. On est là sur les externalités négatives. Je gagne de l'argent, mais quelqu'un d'autre paye les conséquences ailleurs, à la Sécu, dans les hôpitaux, dans les maladies chroniques, dans les maladies des enfants, etc. Moi, j'aurais voulu, je ne sais pas s'il y a une autre question tout de suite, mais comme je sais que vous faites de la finance et de l'économie, dire juste un mot sur un concept qui s'appelle le capital patient. Vous allez être confronté à des équations, à des business plans, à des business models, à des simulations de rendement, etc. dans vos études. Attardez-vous quelques minutes ou quelques heures sur la question d'un capital patient. L'économie a besoin que celui qui apporte les fonds propres ait un peu de patience pour donner le temps à la qualité, au collectif d'entreprises de se constituer et de faire du bien avec des bons produits à la société. Aujourd'hui, on est sur des comptes trimestriels d'entreprise, c'est-à-dire que les apporteurs de capitaux veulent des résultats trimestriels. Ils veulent des résultats à 2 chiffres de ROE, de return on equity chaque année. Nous, à la Caisse des dépôts, on fait ce qu'on peut, mais on est un vieil établissement de 200 ans. On a une durée de détention des actions de 7 ans en moyenne.
Quand on achète une action Total ou une action Enercop, je ne sais pas si on en a, on la garde 7 ans. C'est pas une action d'ailleurs, c'est une part sociale. La durée moyenne sur le marché, c'est 7 mois. Voilà. Donc j'ai investi dans une entreprise, mais en fait pour 7 mois. Donc c'est pas un projet industriel. C'est pas l'accompagnement d'un projet pour produire un bien ou un service. C'est une opération financière. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ils sont tous en train d'être sur le site d'Enercop pour changer de fournisseur. Et ils se disent où est-ce que j'ai mis mon numéro d'abonné EDF. Ou déjà sur le portail Nasca. Et sur le portail Nasca pour regarder. Et Nasca, c'est vrai que c'est un excellent moyen de vérifier qui fait quoi en matière de transition énergétique. Je peux citer également un autre exemple sur ce que tu as évoqué sur les grilles énergétiques, parce que c'est une illustration concrète. Dans mon travail, au quotidien, on est sponsor de la candidature de Paris 2024. Village olympique génial. On va dans le 9-3, un territoire difficile. On va prendre 51 hectares et on va construire un morceau de ville du futur. Et il y aura tous les athlètes, ils vont être 17 000, il y aura riders, etc. Ça va être magnifique. Et moi, avec mes mauvaises habitudes, je leur ai dit, mais on construit un morceau de ville du futur en 2024, faisons une boucle énergétique de nouvelle génération. Accord de Paris, les JO à Paris, il faut que ça soit évidemment un circuit énergétique optimum où les bureaux, le soir, quand ils ferment, ils vont donner leurs calories au logement parce que le salarié, il quitte son bureau puis il monte dans son logement. Pourquoi pas prendre la même calorie énergétique à travers un échangeur et le magasin de fringues, il va vendre les calories aux 2 pièces qui est au 3e étage au lieu de tout rejeter dehors et puis que le 2 pièces, ils mettent les convecteurs à fond à 19h en provoquant un pic d'électricité. Eh bien, figurez-vous que c'est extrêmement difficile. Les réseaux énergétiques, c'est quelque chose de longue haleine, tu l'as un peu dit, c'est sur des décennies. Et je sais même pas, même avec les Jeux Olympiques, avec un budget de, je sais plus, 4 ou 7 milliards d'euros, on va réussir à développer sur 50 hectares un circuit énergétique vraiment du 21e siècle, pilotage intelligent avec de l'échange, etc. Et bien sûr, des renouvelables. On va essayer de mettre des renouvelables, ça c'est sûr. Tokyo 2020, ils promettent qu'ils vont faire, je crois, 80% de renouvelables. Paris doit faire au moins autant, si ce n'est 100%. Mais c'est pas pareil. Ce que tu as dit sur le réseau intelligent, comme on l'a vu aussi dans le film, c'est pas la même chose que... Ça donne une idée de la mesure des résistances. Énorme, énorme, parce qu'on est toujours, et vous serez dans vos premiers jobs, dans les boîtes que vous allez intégrer dans quelques années, vous serez pris dans une inertie incroyable. Je sais ce qui me rapporte et ce qui marche, alors que les innovations, je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Alors si on me prouve que c'est une innovation très rentable, et tout le discours sur la R&D, l'innovation, la Silicon Valley, très bien. Mais donc vous serez face à des dilemmes de miser et faire des paris sur des choses un peu plus durables et qui devront être rentables aussi. Écoutez, merci à vous et merci de votre attention. Je crois que la salle va bientôt changer de destination, je crois dans une demi-heure, pour un examen. Donc, merci. Merci à tous pour votre intervention.